pas à nous par plaisir, mais c'est comme ça, on n'a pas pu faire autrement. Donc merci de vous être pliés à ça. À la fin du spectacle, je vous parlerai aussi un tout petit peu de la soirée de demain soir. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter les deux personnes qui sont derrière moi, et puis ensuite leur laisser la parole pour raconter un petit peu comment on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 2 ans, c'était en 2019, effectivement, ça fait presque 3 ans, avec mon complice de la belle journée, Jean-Pierre Brunel. On était plongé dans la lecture d'un livre qui s'appelait Lafayette, héros de la liberté. Je crois qu'on a à peu près tout lu ce qui peut exister sur Lafayette. Et puis on est tombé sur ce livre un jour, et puis moi j'ai dit mais c'est pas possible, c'est enfin un livre qui retranscrit la vie de Lafayette et l'importance de ce qu'a été ce personnage, tant au niveau de la France, mais aussi au niveau mondial, mais enfin quelqu'un qui a une analyse objective, totale et complète de Lafayette. Il faut absolument qu'on rentre en contact avec lui. Et le lendemain que j'ai dit cette phrase à Jean-Pierre revient en disant « Tu sais qui m'a téléphoné ce matin? Laurent Zecchini. Il est à la recherche du livre qui a été édité par le Jacquemart, Alain Jacques, sur le poème de Belmont, qui s'appelle bien sûr La Belle Journée. Il est à la recherche de ce livre. Il faudrait qu'on lui en envoie un exemplaire, ce qu'on s'est empressé de faire d'ailleurs. Et puis ça a été l'occasion de prendre contact. Moi j'avais écrit la veille aux éditions Fayard pour leur dire est-ce qu'on pourrait rentrer en contact avec M. Zecchini, mais ça doit être difficile. Le lendemain on se parlait. C'était notre premier entretien. Il y en a eu beaucoup depuis, hein, Laurent, hein. Et des mails et des échanges téléphoniques. Il y en a eu beaucoup. Et puis j'ai dit à Laurent, voilà, ça serait un tel honneur pour nous que vous veniez pour notre 20e anniversaire de la belle journée. C'est un tel honneur que vous veniez faire une conférence pour parler de Lafayette, pour parler de votre livre. Et puis il me dit, mais écoutez, je dis seulement, voilà, on est une petite ville de 3700 habitants. Est-ce que c'est... Mais bien sûr, mais avec plaisir, mais je vais venir avec plaisir. Il me dit, mais j'ai l'habitude aussi de me déplacer avec... J'ai l'habitude de me déplacer avec Sabine Renaud-Sablonnière. Vous connaissez bien sûr, me dit-il. J'avais honte, parce que moi qui prétendais avoir lu beaucoup de choses sur Lafayette, j'avais complètement oublié Adrienne et j'avais complètement oublié un livre qui s'appelle donc d'Adrienne. Alors, c'est un petit peu difficile, je devrais presque se boucher les oreilles quand je vais parler de ce livre, parce que pour moi c'est un livre qui m'a profondément ému. C'est un livre, c'est un sucre d'orge. Moi qui suis très gourmand, je compare toujours avec des bonbons. Et c'est un sucre d'orge, ce livre. C'est un livre... D'abord, j'ai eu beaucoup de difficultés, Sabine, à accepter le mot imaginaire. J'étais tout le temps persuadé, je disais souvent à ma femme, tu te rends compte ce qu'elle a fait, Adrienne? Elle me disait, maintenant, c'est Sabine qui l'a écrit, c'est pas Adrienne. J'avais des difficultés à l'intégrer. J'étais persuadé, je le reste encore un petit peu, vous avez trouvé les carnets intimes d'Adrienne, et puis que vous les avez retranscrits dans ce livre. C'est vraiment un bijou, et ça montre surtout l'importance de cette femme, du rôle qu'elle a joué auprès de Lafayette, de sa fidélité tant amoureuse que de combat. Et quelquefois je me demande, même d'ailleurs, mais peut-être que Laurent répondra, peut-être que Sabine répondra, est-ce que Lafayette aurait été Lafayette sans Adrienne? Vraiment, je le pense. Donc tout à l'heure, à la fin de la conférence, tous les deux s'installeront avec Philippe, qui est à nos côtés, là, ici, s'installeront pour vendre leurs livres, et puis vous pourrez les faire dédicacer, parce que ce sont vraiment deux bijoux. Voilà, deux bijoux. J'ai été un petit peu bavard, mais c'était important pour moi de parler d'eux. Et puis maintenant, je crois que, normalement, honneur aux dames, mais non. Laurent m'a dit, non, c'est moi qui débute, et Sabine a volontiers accepté que ce soit Laurent qui commence par la vie de Lafayette. Bonne soirée à vous tous, merci.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais donc bien sûr vous parler de Lafayette, un personnage historique que beaucoup d'entre vous connaissent et que certains pensent connaître. Je dis certains pensent connaître parce que c'est vrai qu'en France et plus encore aux États-Unis, tout le monde a entendu parler de Lafayette. C'est un nom qui résonne bien dans l'histoire, qui claque un peu comme une bannière, évoquant un certain panache dans une certaine mesure. Et ceux qui le connaissent un peu mieux, et c'est bien sûr votre cas à Langeac, ont parfois une image un peu manichéenne de Lafayette. Et cette image manichéenne de Lafayette, elle perdure aujourd'hui, y compris auprès des historiens, puisque Lafayette apparaît soit comme le héros H-E-R-A-U-T et aussi R-O-S d'ailleurs des libertés, ou alors comme un personnage historique qui a été le perpétuel dupe des hommes de pouvoir. Les Français associent vaguement son nom à une phrase, une apostrophe qui est restée fameuse, c'est Lafayette, nous voilà, la phrase prononcée par le colonel Staunton au cimetière de Picpus le 4 juillet 1917. Il était envoyé à l'époque par le général Pershing qui voulait remercier Lafayette de l'aide que le marquis, comme disent les Américains, avait apporté aux insurgés américains pendant la guerre d'indépendance. Parce que je crois que, comme aux États-Unis, les Français sont plus familiers avec l'image américaine de Lafayette qu'avec son parcours français, je vais concentrer mon propos justement sur ce parcours français, c'est-à-dire sur le rôle controversé de Lafayette pendant la Révolution de 1789 et aussi sur les divergences d'opinion entre Français et Américains sur le parcours de Lafayette. Je suis journaliste de formation, historien sur le tard, et donc je me suis livré à une démarche qui est à la fois journalistique et historienne. Et cette enquête dans l'histoire ne fait aucune concession au roman. Ça ne veut pas dire que Lafayette ne soit pas un personnage romanesque, bien au contraire. Mais je veux dire que les faits et leur interprétation seuls ont été mon fil rouge. Au cours de cette cohabitation de plus de 4 ans et demi, donc de travail de recherche et d'écriture avec Lafayette, je suis arrivé à une conclusion, du moins à une conviction. C'est-à-dire que je pense que Lafayette reste encore aujourd'hui un personnage qui n'est pas reconnu, à mon sens, à sa juste valeur par les historiens. Et c'est un personnage qui est toujours victime de stéréotypes historiques qui sont foncièrement négatifs, repris comme tels par la plupart des historiens français. En France, le souvenir de Lafayette reste cependant prégnant, et très souvent parce qu'il apparaît comme une sorte de gimmick diplomatique, si je puis dire. C'est-à-dire que quand les relations franco-américaines se passent moins bien, quand il y a une sorte de tension, très souvent on appelle au secours les mannes de Lafayette. Tous les présidents français ont parlé de Lafayette quand ils allaient aux États-Unis et quand ils voulaient aplanir un petit peu les relations. Le dernier en date à l'avoir fait, je crois, c'est le président Sarkozy en 2017. Et il avait d'ailleurs dit à cette époque-là que Français et Américains ont toujours été amis. Ce qui, évidemment, historiquement est faux, c'est passé sous silence un certain nombre d'événements. Je pense à la quasi-guerre de 1797-1801,
qui fut un vrai conflit maritime entre la France et les États-Unis. On a accolé depuis 1785, on a accolé à Lafayette le surnom de héros des deux mondes qui, je le pense, et je vais vous expliquer pourquoi, est tout à fait trompeur. Lafayette n'est pas le héros des deux mondes. Encore une fois, je vais vous en parler. À Paris, il existe certes une rue Lafayette. C'est à peu près le seul signe. Il y a une statue, effectivement, qui est sur le cours La Reine, près du Grand Palais. Et il y a cette rue Lafayette qui porte une plaque et qui, en creux, en dit long sur l'image de Lafayette auprès des Français, puisqu'il était écrit sur cette plaque « Héros de la guerre d'indépendance américaine ». Et rien de plus. Son parcours pendant la Révolution de 1789, son parcours pendant la Révolution de 1830, son rôle pour forcer Napoléon à abdiquer, son rôle pour favoriser la montée sur le trône de Louis-Philippe, tout ça est apparemment oublié. Force est donc de constater que sur les deux mondes, comme je vous le disais il y a un instant, l'un d'entre eux est manquant. Et on va voir qu'effectivement, en France, le souvenir de Lafayette est surtout négatif. Ce n'est guère étonnant qu'il y ait cette dichotomie entre le jugement des Français et le jugement des Américains. Aux États-Unis, les écoliers américains, aujourd'hui encore, apprennent le rôle joué par Lafayette et à quel point Lafayette et un certain nombre d'autres militaires et responsables français, le rôle qu'ils ont joué pour leur permettre d'accéder à l'indépendance. En France, la Révolution française est étudiée en classe de 4e, et rares sont les manuels d'histoire qui écrivent même le nom de Lafayette. Le 18 mai dernier, j'ai fait une conférence devant les membres du consulat français de Boston. Pourquoi? Parce que c'était le Lafayette Day, ce qui vous montre à quel point les Américains conservent une reconnaissance extrêmement importante pour Lafayette. Certes, il y a d'autres souvenirs de Lafayette en France. Il y a 5 statues dans 5 villes françaises, mais toutes sont l'œuvre de sculpteurs américains et toutes ont bénéficié de financement américain. Aux États-Unis, peut-être le savez-vous, il y a plus de 141 localités qui portent le nom de Lafayette, sans compter des rues et même une montagne, des hôpitaux et un certain nombre de bâtiments publics ou privés. Et quand vous relisez les journaux des années 1824 et 1825, pendant cette période, Lafayette a fait une tournée absolument triomphale aux États-Unis. Eh bien, en lisant ces journaux, vous avez presque le sentiment que Lafayette est l'un des pères fondateurs des États-Unis. Et dans une certaine mesure, beaucoup d'Américains le pensent encore aujourd'hui. Ils n'ont pas complètement tort, même si historiquement, Lafayette n'a pas été sur les fonds baptismaux, évidemment, de l'indépendance américaine. Donc, s'il y a une telle différence d'opinion entre Français et Américains, je crois qu'il y a une évidence qui s'impose, c'est que Lafayette semble exclu du panthéon national français. Et si c'est le cas, c'est parce que son procès historique perdure aujourd'hui. La raison essentielle de ce procès historique, c'est le rôle de Lafayette pendant la Révolution française. Pourquoi les regards sont si divergents entre Français et Américains? Ma biographie tente de répondre à cette question. Mon idée était de sortir de la diabolisation et de l'idéalisation du personnage de Lafayette et de poser un regard plus équilibré et de redresser aussi quelques jugements qui me paraissaient erronés. Mais je vois une première raison qui m'apparaît assez fondamentale. Les historiens et universitaires
français sont encore très marqués par la tradition de l'historiographie républicaine, et cette historiographie républicaine, comme vous le savez peut-être, est elle-même très influencée encore par une vision jacobine de la Révolution de 1789. On peut dire qu'en France, aujourd'hui, cette doxa républicaine reste extrêmement présente dans les ouvrages universitaires. En un mot, si on accepte 1789, on doit accepter 1791 et 1792, puisque, comme le disait Clemenceau, la Révolution française est un tout dont on ne peut rien retrancher. Je pense personnellement que si, on doit pouvoir faire la différence, et notamment entre les années de la Révolution française. Et évidemment, Lafayette, avec son modérantisme, son refus de la radicalité, est suspect pour cette école d'historiens, voire traître, et je vais vous en parler dans un instant. Et pour cela, il est souvent cloué au pilori, et aujourd'hui encore, dans des ouvrages sortis au cours des quelques 5 ou 10 dernières années, son personnage historique est très décrié. Si ça ne se passe pas comme ça aux États-Unis, c'est parce que Lafayette a un parcours qui, en tout point, a été exemplaire pour les Américains. Et son image est quasi immaculée, son rôle reste immuable. Pourquoi? Notamment parce qu'il a été étranger aux querelles interaméricaines. Vous savez que les Américains sont très attachés à leur ville ou à leur État ou à leur comté. Et Lafayette ne s'est jamais mêlé des querelles interaméricaines. C'est pour ça qu'il reste une icône, en quelque sorte, que chacun peut s'approprier. Et puis, il y a autre chose. Les Américains, je pense, célèbrent leur vertu au travers du personnage de Lafayette. Son amour désintéressé pour les libertés, son altruisme, son enthousiasme, ce sont des valeurs qui parlent à l'ego des Américains. Et dans une certaine mesure, Lafayette flatte cet ego national américain. Et puis aussi son manichéisme entre les oppresseurs et les opprimés, entre le bien et le mal, c'est un trait de caractère qu'on retrouve souvent chez les Américains, et y compris chez les présidents américains, de Bill Clinton à Obama ou à Donald Trump, on retrouve, me semble-t-il, ce manichéisme. Ce voyage biographique avec Lafayette m'a permis donc de redresser quelques approximations des procès d'intention, je vous l'ai dit, de corriger aussi des exagérations, et à commencer par les exagérations de Lafayette. Il faut savoir que Lafayette est peut-être le premier communicant de l'ère moderne. Il excelle à présenter sa vie comme une chanson de gestes. C'est un mémorialiste et un cinéaste aussi à sa façon, qui trouve toujours le moyen de présenter, de trouver la meilleure lumière pour le personnage dont il s'est voué à célébrer la gloire, je veux dire lui-même, bien sûr. L'histoire de Lafayette, vous le savez, commence donc en 1777, quand il part en Amérique. Il a 20 ans à l'époque, et donc on a beaucoup dit, on dit encore qu'il est parti en achetant un bateau sur ses fonds, sur sa fortune personnelle, qui était effectivement très importante. Tout ça est vrai, mais avant le départ de Lafayette, en avril 1777, il y a eu un événement absolument fondateur. C'est ce qu'on appelle le dîner de Metz,
qui s'est déroulé en août 1775. À l'époque, le commandant de la garnison de Metz, où Lafayette a été envoyé, est le comte Charles de Broglie. Et il organise un dîner en l'honneur du duc de Gloucester, le frère du roi d'Angleterre, qui est en délicatesse avec son frère. Et le duc de Gloucester a été, lui, fasciné par le rôle des insurgents américains. Et bien entendu, c'est une raison majeure pour lesquelles ses relations avec son frère se sont tendues. Et il en parle tellement, avec tellement d'enthousiasme, que Lafayette et les jeunes officiers qui sont là, à ce dîner, sont sous le charme. Et ils pensent effectivement que c'est une cause à laquelle ils doivent eux aussi se consacrer. Lafayette écrira un peu plus tard: à la première connaissance de cette querelle, mon cœur fut enrôlé. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait l'histoire complète. Charles de Broglie, est un personnage aussi extrêmement important. C'est lui qui a été chargé par le roi Louis XV de former les services secrets français. Après, il a été mis un petit peu sur la touche, si j'ose dire, mais à l'époque, il en conserve encore une grande influence. Mais il a quand même été mis sur la touche, et il rêve d'un rôle à sa mesure. Et en un mot, il se verrait bien généralissime des insurgés américains. Donc, son plan, c'est d'envoyer une sorte d'avant-garde d'officiers qui préparera le terrain pour faciliter en quelque sorte sa prise de pouvoir, même si l'expression n'est pas tout à fait bien choisie, de l'armée américaine. Donc, il va faciliter effectivement le départ de Lafayette en Amérique. Tout ne s'est pas fait au moment où Lafayette part en 1777. Quand Lafayette part, il y a un homme qui est déjà aux manettes, si j'ose dire, des relations franco-américaines. C'est quelqu'un que vous connaissez bien et dont on va entendre parler beaucoup en littérature. C'est Caron de Beaumarchais. Depuis à peu près un an, Caron de Beaumarchais, à la demande d'ailleurs du roi Louis XVI et en passant aussi par Charles de Broglie, a créé une société écran, il n'y a pas d'autre terme, qui s'appelle Rodrigue Hortalez et compagnie. Et c'est une société écran pour une opération noire que ne renierait pas les services secrets comme la CIA ou la DGSE aujourd'hui. C'est-à-dire que Beaumarchais va acheminer vivres, mais surtout munitions et fusils aux insurgés américains, et ce, pendant à peu près un an avant que Lafayette débarque en Amérique. Donc, la France s'est mobilisée pour les insurgés américains, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas par humanisme. La France sort à l'époque de la guerre de 7 ans, qui a été un échec pour la France, et quand le traité qui a mis fin aux hostilités a privé la France d'une grande partie de son empire, en tout cas du Canada, de ses possessions en Inde, et elle a une revanche à prendre. Une revanche à prendre contre qui? Bien entendu, contre l'ennemi éternel, l'Angleterre. C'est une humiliation, ce traité, et tous les responsables français, tous les aristocrates ne rêvent d'en découdre de nouveau avec les Anglais. Et c'est pour ça qu'effectivement, Louis XVI va, tout en disant le contraire, puisqu'on a beaucoup dit que Louis XVI avait prononcé une lettre de cachet contre Lafayette. En réalité, historiquement, on n'a jamais retrouvé de lettre de cachet contre Lafayette. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que des hommes comme Vergennes, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, ont tout fait discrètement, mais ont tout fait pour faciliter le départ de Lafayette en Amérique. Donc, quant à Lafayette, son rôle en Amérique,
Amérique, il n'y a pas de doute à cet égard. Son rôle a été tout à fait exemplaire. Il s'est montré extrêmement courageux sur les champs de bataille. Il était effectivement le fils, on peut dire, spirituel du général George Washington, qui commandait donc l'armée des insurgés. Mais l'indépendance américaine est davantage due à des hommes comme Vergennes, De Grasse, Rochambeau, qu'à une poignée d'aristocrates aussi courageux et valeureux ont-ils été. Je vous ai parlé du procès historique, et je vais essayer d'accélérer un petit peu, du procès historique intenté contre Lafayette sur son rôle pendant la Révolution. La critique numéro 1 qui est faite à Lafayette, c'est qu'il n'a pas su saisir le pouvoir quand celui-ci était à sa portée, et ce, en plusieurs occasions, lors de la Révolution de 1789 et lors de la Révolution de 1830. C'est vrai. Ce constat-là est indéniable. Le problème, c'est que les historiens qui aujourd'hui continuent à faire ce procès à Lafayette sont les mêmes qui l'accusent d'avoir été un général putschiste pendant la Révolution française, ce que je trouve un peu contradictoire. Je crois surtout que ces historiens font un contresens, en tout cas qu'ils n'ont pas saisi la complexité, la psychologie du personnage de Lafayette. La conquête et l'exercice du pouvoir, en un mot, ce n'est pas dans l'ADN de Lafayette. La recherche de la gloire, le combat pour les libertés, oui, c'est sa boussole. Pendant toute sa vie, ce sera sa boussole. En plus, il ne faut pas se méprendre. Aujourd'hui, il y a un homme politique qui dirait que son seul moteur, c'est la gloire, apparaîtrait vain. La gloire, au XVIIIe siècle, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est le prestige du nom et celui de la lignée, c'est la réussite sociale. Donc c'est quelque chose d'important. Il n'y a rien de péjoratif dans le fait de dire de quelqu'un qu'il recherchait la gloire. C'est en fait un accomplissement naturel que de rechercher la gloire. Alors, pour autant, est-ce que Lafayette a fait preuve d'ambivalence pendant la Révolution? Pour ça, il n'y a absolument aucun doute. Oui, il a été ambivalent. Il était monarchiste et révolutionnaire, il était monarchiste et républicain. Il était adepte, au fond, d'une sorte de, en même temps, si j'ose dire, assez contemporain. Mais il est revenu des États-Unis pétri des idéaux de liberté et d'égalité. Il va se montrer novateur, voire pré-révolutionnaire, pendant l'Assemblée des notables, notamment, et pendant les États généraux. Au fond, à cette époque-là, il est à contre-courant de ce qui apparaît comme une sorte de pensée unique, et il va le montrer lors de l'Assemblée des notables. Il va dénoncer les inégalités sociales, ce qui se faisait assez peu à l'époque. Il va dénoncer le luxe de la cour, le monstre de l'agiotage. Il va défendre le droit naturel contre la tyrannie, le pouvoir oriental du roi et la race des courtisans. Toutes choses qui font que, très vite, une grande partie de la cour va le prendre en grippe, et ses relations avec l'entourage direct de Louis XVI vont devenir très tendues et bientôt inexistantes. Est-il pour autant un révolutionnaire? Je pense que là aussi, on peut répondre aucun doute. Il est le premier à demander la convocation d'une assemblée nationale. C'est le premier à le faire en France. Il est l'auteur du premier projet de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il pose sur le bureau de l'Assemblée nationale le 11 juillet 1789. Il est celui qui va rendre populaire la cocarde tricolore qui fera, je le cite, le tour du monde. Enfin, il va commander pendant la Révolution, et puis après, pendant la Révolution de 1830, mais en 89, la garde nationale
qui est finalement le creuset de l'armée de Valmy. Est-ce qu'il est monarchiste? Oui, là aussi, aucun doute. Lafayette veut rendre le roi compatible avec la Révolution. Ce sera évidemment une gageure, une tâche impossible. Il va même un peu plus loin, puisque au moment de la fuite à Varennes, il sera l'un des principaux députés de l'Assemblée à défendre la thèse sans aucune crédibilité d'un enlèvement du roi. Et c'est à partir de Varennes où les Jacobins vont commencer à faire de lui leur bête noire. C'est un processus qui va être inéluctable et qui va s'accélérer. Donc il est révolutionnaire et il est monarchiste. C'est d'ailleurs un curieux monarchiste puisque dans votre région, vous le savez probablement, quand il revient de captivité, il retourne à son château de Chavagnac et l'une des premières choses qu'il fera sera de faire retirer les armes de la famille Lafayette qui ornent le fronton du château. Et il va les remplacer par le bonnet phrygien qui est sculpté sur une pierre de la Bastille. Avouez que pour un monarchiste pur jus, c'est une démarche un peu curieuse. Ce n'est pas non plus un révolutionnaire au sens où Robespierre était un révolutionnaire, loin de là. Il a été même l'un des premiers à dénoncer les errements sanguinaires de la Révolution française. Et il n'y a évidemment pas participé. Au fond, c'est un modéré dont les idées sont républicaines par conviction. C'est un républicain d'idées et non d'institutions. D'ailleurs, il dira toujours que la France n'est pas mûre pour instaurer une république. Il n'empêche qu'il va être très vite, pendant la Révolution, à partir de 1791, en rupture avec le vent dominant. Il voulait des institutions, finalement, qui soient plus républicaines et démocratiques. En fait, il voulait des institutions qui soient américaines, en quelque sorte. Et la France n'est évidemment pas prête pour une telle révolution. Donc les critiques, les procès d'intention vont se multiplier. Alors, Robespierre dira frapper Lafayette et la nation est sauvée. Camille Desmoulins ajoutera ce qu'il faut faire, monsieur, il faut vous pendre. Et tous les leaders jacobins, Danton, Brissot, demanderont, à partir de 1791, la tête de Lafayette. Aujourd'hui, les accusations qui datent de la Révolution française sont toujours relativement prégnantes. Et on voit bien que les historiens français les recyclent en quelque sorte sans se lasser, et à mon avis souvent à tort. Plusieurs accusations. La première, Lafayette a choisi le roi contre la Révolution. Je crois que c'est faux. Lafayette a choisi le roi avec la Révolution. En tout cas, il voulait que le roi soit à la tête d'une monarchie constitutionnelle. Mais il dira à Louis XVI à choisir entre la liberté et la royauté, entre le roi et le peuple, je serai contre vous. Donc son camp est clair, il est monarchiste, mais il est du côté du peuple qui fait la révolution, sans aller jusqu'aux extrémités auxquelles on a assisté. Deuxième accusation prononcée contre Lafayette, il a fait tirer sur le peuple au Champ de Mars le 17 juillet 1791. Je pourrais vous citer beaucoup de témoignages contraires, mais je veux prendre un seul témoin, et c'est un témoin qui est difficilement contestable, tellement il est peu faillettiste, c'est Michelet. Et Michelet, historien fameux de la Révolution, dira « Ni Lafayette, ni Bailly était à l'époque le maire de Paris, n'ont fait tirer au Champ de Mars ». Voilà, ça n'éteint pas la polémique, puisque Lafayette était responsable du maintien de l'ordre lors de la journée du Champ de Mars, donc on peut considérer qu'il est responsable de
la tuerie qui s'est déroulée au Champ de Mars. En tout cas, l'ordre de tir, aucune preuve historique ne peut lui attribuer cet ordre. Troisième accusation, c'est un général factieux. Je vous en ai un petit peu parlé en vous disant que je voyais une certaine contradiction de la part des historiens. C'est un général factieux qui a menacé la représentation nationale. C'est une allusion au fait que le 28 juin 1792, Lafayette, qui commandait l'armée du centre, est venu devant l'Assemblée nationale et il a exhorté les députés à se débarrasser de la secte, je le cite, de la secte des Jacobins. Mais, différence importante, enfin une nuance importante, il est venu seul. Et quand on veut faire un putsch, on ne vient pas seul. Donc cette accusation de général factieux, à mon sens, ne tient pas. Quatrième accusation, c'est un traître passé à l'ennemi. Michelet reprend cette accusation, Soboul reprend cette accusation, Jaurès, bien d'autres historiens fameux reprennent cette accusation. Que s'est-il passé? Le 19 août 1792, Lafayette, avec la plus grande partie de son état-major, a franchi la frontière, les lignes françaises, donc, et il s'est retrouvé en territoire ennemi, en Belgique d'abord. Nous sommes le 19 août. Son objectif était de se rendre aux Pays-Bas, en Hollande, comme on disait à l'époque, puis en Angleterre, voire peut-être aux États-Unis. Seulement, le 17 août, il est relevé de son commandement et il est décrété d'accusation. Décrété d'accusation, à l'époque, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire la guillotine, sans coup férir. Donc c'est vrai qu'il quitte la France, pour sauver sa tête, tout simplement. Est-ce que c'est une raison pour l'accuser de traître? On peut l'accuser d'avoir quitté effectivement son uniforme et son régiment. Traître à la nation française, vaste polémique, où était la nation française à l'époque, de quel côté en quelque sorte. Je ne répondrai pas évidemment à une telle question. Donc il franchit la frontière le 19 août et il reste libre de l'autre côté de la frontière 10 heures. 10 heures, pas une de plus. Il est arrêté par les troupes autrichiennes et là il va être incarcéré pendant 5 ans dans différentes prisons en Autriche et en Prusse. La plus fameuse d'entre elles est la prison de Olmütz, aujourd'hui en République tchèque, où il va passer 5 ans et où viendra le rejoindre à sa demande son épouse Adrienne, avec ses 2 filles, mais Sabine vous en parlera dans un instant. Mais ceci pour vous dire que l'accusation de Lafayette traître, elle est toujours vivace aujourd'hui. J'en veux pour preuve que pendant la campagne présidentielle de 2017, l'un des candidats que vous connaissez, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, avait fait une interview sur le site hérodote.net et il avait dit à propos de Lafayette, à l'époque là, il y avait une polémique beaucoup entre intellectuels parisiens pour savoir si les cendres de Lafayette devaient être transférées au Panthéon ou pas. Et Mélenchon avait dit, c'est une horreur, ce type est passé à l'ennemi, ce type n'entrera jamais au Panthéon, on ira nous-mêmes le sortir de là. C'est vous dire que cette image de Lafayette traître à la France, elle perdure aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'extrême gauche le voue aux gémonies assez facilement, mais qu'une grande partie de la droite française, y compris et surtout lorsqu'elle est monarchiste, le voue également aux gémonies, puisqu'elle l'accuse d'avoir été l'un des artisans de la chute de la monarchie, ce qui peut éventuellement se défendre d'ailleurs. En première conclusion, si j'ose dire, pour laisser la parole à Sabine, que je sens trépigner à mon côté, ou presque, je voudrais vous poser une question rhétorique. Existe-t-il un autre personnage du XVIIIe et du début du XIXe siècle qui a été au premier rang de
des deux révolutions françaises, qui a été l'artisan de l'abdication de Napoléon, l'homme qui a favorisé la montée sur le trône de Louis-Philippe, qui a été le porte-parole, le porte-drapeau de tant de mouvements d'émancipation en Europe, je pense aux Polonais, aux Grecs, aux Portugais et d'autres, après avoir accompli ce travail absolument unique auprès des insurgés américains. Je pense que la réponse va de soi. Le Figaro parlait il y a quelque temps du caractère superficiel de Lafayette et de ses revirements. Je crois tout le contraire. Je pense que Lafayette a démontré au cours de sa vie une grande fidélité à ses idées et une grande cohérence de sa pensée et de son action. Certes, ce n'était pas un homme d'État, ce n'était pas un penseur, il n'est pas revenu de son voyage en Amérique avec un journal fait d'annotations politiques et culturelles mémorables, comme Tocqueville a pu le faire, mais il faut dire qu'il était parti en Amérique pour faire la guerre. Je pense que la meilleure définition de Lafayette, c'est son ami Odilon Barrot, qui a été Premier ministre en 1848, qui l'a trouvé. Il disait à Lafayette « Vous serez toujours le drapeau autour duquel viendront se rallier tous les amis de la liberté des peuples. » Un drapeau. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure identification symbolique de Lafayette. Ses combats pour les libertés, pour les droits de l'homme, pour la tolérance religieuse, il s'est battu pour les droits des protestants, des juifs, pour les chrétiens d'Orient. Son humanisme aussi, me semble-t-il, sont des combats qui sont très actuels. Lafayette croyait que le concept de la liberté et de l'égalité représente en quelque sorte les droits imprescriptibles de l'homme et des gouvernements. Et il pensait qu'il devait s'imposer à tous. Au fond, il n'était pas très loin du principe du droit d'ingérence, Lafayette. Et d'ailleurs, il l'a montré en s'intéressant à beaucoup de luttes d'émancipation nationale dans les pays européens et au-delà. Il se voulait en fait le héros d'un universalisme républicain, et d'ailleurs il disait de lui-même « ma profession de défenseur des patriotes étrangers ». Est-ce que Lafayette était trop vertueux pour son siècle? J'ai tendance à le penser, mais il me semble qu'il est temps d'avoir une vision et un jugement plus serein de son parcours historique. En un mot, il est temps que l'histoire lui rende justice, et c'est ce que je me suis efforcé de faire dans cette biographie. Je répondrai tout à l'heure avec plaisir à vos questions, mais en attendant, Sabine Renaud-Savonnière va vous parler. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par répondre à la question de Bob. Mon livre, je l'ai écrit parce qu'il se trouve que je suis une descendante de Lafayette par son fils. Il avait 3 filles et un fils, George Washington. Et un été, j'ai lu le livre de correspondance d'André Mauroy. Et c'était des lettres absolument magnifiques. Et j'ai eu envie de me mettre dans la peau de cette femme et de comprendre comment elle avait vécu avec cet homme, puisqu'ils ont été finalement, l'un et l'autre, les personnages les plus importants des 2 révolutions qui façonnent encore notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire la Révolution américaine et la Révolution française. Ils ont été vraiment au cœur de ces 2 révolutions qui sont fondamentales dans le monde contemporain. Donc tous les faits historiques et biographiques sont vrais. Après, j'y ai mis de ma propre personne pour essayer de comprendre ce qu'elle avait pu vivre. Alors,
je vous demande d'imaginer, de faire preuve un petit peu d'imagination. Et je ne sais pas si vous connaissez la rue de Rivoli, à Paris. Voilà. Donc, rue de Rivoli, il y a un hôtel qui s'appelle Saint James et Albany, qui était l'hôtel de Noailles, là où a été élevée Adrienne, entre la rue du Faubourg Saint-Honoré et les Tuileries. Là, il y avait un grand espace, un grand jardin qui allait de l'hôtel de Noailles jusqu'aux Tuileries. C'était là où habitaient les Noailles. Donc, Adrienne a vécu avec des influences très différentes, puisqu'elle elle voyait beaucoup sa tante Tessé, qui était une femme très originale qu'on retrouvera tout au long de sa vie, le duc d'Aya, qui était son père, et qui lui était un courtisan qui passait plus de temps à Versailles que chez lui, mais quand il revenait chez lui, il faisait une fille à sa femme. Donc ils ont eu 5 filles. Voilà. Donc les 5 filles qui étaient Louise, Adrienne, Pauline, Clotilde et Rosalie. Et toutes ce génissé vivait autour de la duchesse d'Aya, qui les a élevées en apprenant à lire dans les livres des saints. Voilà, donc ils ont une éducation très religieuse et en même temps très libertine avec le père et la tante. Et dès son adolescence, Adrienne a affirmé son autonomie de pensée, puisque à 13 ans, elle a dit qu'elle ne voulait pas faire sa première communion, qu'elle ne se sentait pas prête pour ce sacrement. Et puis, bon, comme vous le savez, à cette époque-là, on voulait marier les jeunes filles très jeunes, et lorsqu'elle a eu 14 ans, le duc d'Aya a trouvé que ça pouvait être intéressant de la rapprocher de ce jeune Lafayette, qui était très riche par sa mère, mademoiselle de la Rivière, et qui était fils unique, qui n'avait aucune connexion avec la cour. C'était un haut pro auvergnat qui avait été élevé pendant très longtemps, là où vous savez, à Chavagnac, et qui est parti par ses 2 tantes, et qui est parti faire ses études après à Paris. Donc la duchesse d'Aya, la mère, donc, était plus ou moins chaude pour ce mariage, car elle trouvait qu'un orphelin, c'était un peu compliqué, il n'avait pas connu son père, et finalement avait été très peu élevé par sa mère, qui a quitté l'Auvergne assez vite, parce qu'elle trouvait que c'était un peu ennuyeux. Donc, elle a finalement accepté ce mariage à condition qu'ils vivent dans l'hôtel de Noailles, là où je vous le disais, rue de Rivoli. Donc toutes les premières années de leur mariage s'est passé à cet endroit-là. Enfin, finalement, pas très longtemps, puisqu'il avait cette vocation américaine dont vous a parlé Laurent, et que 2 ans plus tard, à peu près, puisqu'il avait 17 ans, 2 ans plus tard, il est parti aux États-Unis en 1777. Alors, tout le combat d'Adrienne, dont elle a eu un coup de foudre pour cet homme, elle a été amoureuse tout de suite, à 14 ans, il lui parlait de choses qu'elle ne connaissait pas, mais ça a été un amour qui ne l'a jamais quitté. Lafayette, au départ, voyait cette jeune fille, et il ne savait pas du tout quel genre de personnalité elle avait, mais en fait, elle s'est révélée par le destin de Lafayette. Et lors de son premier voyage, lorsque Lafayette est parti en 77, il ne lui avait même pas dit qu'il partait aux États-Unis. Il lui avait dit qu'il partait en Angleterre, voilà, bref, elle ne savait pas où il était. Elle l'a appris plus tard, lorsqu'il est arrivé à Charleston, premier lieu où il est arrivé. Et puis après, il y a eu Brandywine, où Lafayette a été blessé pour la première fois. Et petit à petit, elle a compris qu'il n'était pas du tout en Angleterre, mais qu'il était parti démarrer sa guerre d'indépendance.
Et il n'est revenu que 2 ans plus tard. Entre-temps, elle avait déjà eu un enfant, Anastasie, que malheureusement, elle a perdu très vite. Donc elle a eu à subir ce premier deuil toute seule. Petit à petit, elle prend du poids dans sa vie. Et lors de son 2e voyage, quand il repart en 80, ils avaient eu le temps de vivre à peu près 1 an et demi ensemble entre le retour et le départ. Là, il lui confie les clés de sa fortune. Il commence à comprendre que c'est une femme qui est solide. Et c'est là où on voit petit à petit Adrienne s'affirmer comme administratrice de ses biens, mère de famille. On la voit vraiment prendre du poids. Et Lafayette lui confie de plus en plus de missions. Et notamment, il y en a une à laquelle je suis très attachée. Lafayette a été un des premiers abolitionnistes. C'est-à-dire qu'il s'est battu pour la cause des Noirs. C'était d'ailleurs un des sujets de polémique avec Washington, puisque Washington sentait que son pays n'était pas du tout prêt pour abolir l'esclavage. Et il y a des très très beaux dialogues que je vous invite à lire entre Washington et Lafayette sur l'abolition de l'esclavage. Et pour concrétiser cette volonté qu'il avait de libérer les Noirs de l'esclavage, il a acheté en Guyane une propriété qui s'appelait la Belle Gabrielle. Et là, il a émancipé les Noirs, il en a fait des salariés. Et c'est à Adrienne qu'il a confié la gestion de la Belle Gabrielle. Je vous lis quelques extraits que je reprends dans mon livre. « Je n'accepte pas l'esclavage. Le traitement fait aux Noirs est intolérable. J'en ai parlé à Washington. Il pense que les esprits ne sont pas mûrs pour qu'on l'abolisse. Moi, j'aimerais que la France mène une politique audacieuse dans ses colonies pour donner l'exemple. » Voilà, donc ça, c'est un rôle qu'elle a pris vraiment, vraiment très au sérieux. Ensuite, si Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure, si on reprend son parcours, au moment de la Révolution française, quand lui est parti, a quitté donc son régiment, parce qu'il n'avait pas le choix. Je n'ai pas exactement le même raisonnement que Laurent. Moi, je pense surtout que, évidemment, il y avait la guillotine qui n'était pas loin, mais c'est surtout qu'il ne pouvait pas cautionner les Jacobins. C'était impossible. Il avait juré fidélité au roi, à la Constitution, à la nation, et il ne pouvait pas revenir là-dessus. C'était un engagement qu'il avait pris, donc il était obligé de partir. Il ne pouvait pas soutenir un régime jacobin. Et quand il est parti, Adrienne a eu un parcours terrible. Enfin, elle est allée de prison en prison. Elle a passé 2 ans dans les prisons françaises, dans les prisons de la terreur. Elle a commencé par être incarcérée à Brioude. Ensuite, elle est allée à l'hôtel du département. Ensuite, ils l'ont emmenée à Paris. Elle a été à la prison du Plessis. Elle a terminé aux Amandiers. Et là, elle a su que sa sœur aînée, Louise, et sa mère avaient été guillotinées. Donc, on imagine ce que c'est, quoi. Enfin, parallèlement, ces 3 enfants étaient plus ou moins à Chavagnac. Elle avait assez vite envoyé son fils, au début de la Révolution, aux États-Unis. Et alors, lorsqu'elle était à l'hôtel du département, on voit que la femme politique commence à s'affirmer. Elle a vraiment fait sien le discours de Lafayette, elle a compris son discours, elle était tout à fait en phase avec lui, et elle a su affirmer un discours politique. Et à un moment donné, lorsqu'elle était à l'hôtel du département, on lui a proposé de revenir à Chavagnac à condition qu'elle soit gardée par des gardes avec des baïonnettes. Et là, elle a répondu cette phrase que je trouve incroyable.
Je déclare, messieurs, que je ne donne plus la parole que j'ai offerte si l'on met des gardes à ma porte. Choisissez entre les deux sûretés. Je ne puis me choquer de ce que vous ne me croyez pas une honnête femme. Mon mari a beaucoup mieux prouvé qu'il était un bon patriote, et vous permettrez que, moi-même, je crois en ma probité et que je ne cumule pas mes paroles avec des baïonnettes. Bon, ça prouve une femme qui a quand même une certaine envergure. Alors, l'autre point qui montre que Lafayette a vraiment confiance en elle, etc., c'est beaucoup plus tard, après Olmütz, où effectivement elle passe également 2 ans. Elle aboutit à Olmütz en passant par l'Allemagne, où était le nord de l'Allemagne, où était sa tante Tessé dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était la sœur du duc d'Ayen, cette femme originale qui l'a suivie un petit peu dans toute sa vie. À ce moment-là, les Français allaient surtout en Suisse, à Fribourg, parce que Fribourg était un canton catholique dans ce monde protestant, et les Français se retrouvaient pas mal à Fribourg. Mais les Suisses commençaient à en avoir assez d'avoir tous ces Français qui rappliquaient, et la tante Tessé s'est plutôt installée dans le nord de l'Allemagne. Sa famille a essayé de la dissuader d'aller à Olmütz, mais ça n'a pas été possible. Elle a absolument voulu aller à Olmütz, donc elle est allée voir l'empereur de Prusse pour lui demander la permission, qui lui a fait cette réflexion absolument incroyable. Il lui a dit « Madame, je vous autorise à aller dans la prison d'Olmütz, cela fera un agrément de plus pour votre mari. » Quand vous voyez les conditions, c'était pas vraiment génial. Et j'aime aussi beaucoup cette phrase de Madame de Staël qui dit « L'Antiquité n'offre rien de plus beau que la conduite du général Lafayette, de sa femme et de ses filles dans la prison d'Olmütz. » Parce qu'elle part avec donc Virginie et Anastasie. George Washington étant parti aux États-Unis. Et finalement, ils finissent par sortir d'Olmütz. Lafayette était depuis 5 ans, elle y est restée 2 ans. Elle en est sortie assez malade parce que l'eau était très mauvaise. Et c'était une époque où Napoléon était en pointe. Il avait gagné quelques batailles à cette époque, notamment la bataille de Montenotte, d'Arcole, de Rivoli. Enfin, Napoléon était à son summum. Et il a pu faire sortir Lafayette de prison. Mais ça lui faisait pas un plaisir immense parce qu'il a toujours eu peur de Lafayette, en fait. Il a toujours eu peur de sa popularité. Donc, il voulait le tenir à distance. Et effectivement, Lafayette ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait cette politique vis-à-vis de lui, et ça a été Adrienne qui a dû lui faire avaler la pilule. Donc Lafayette est allé voir 2 fois, je crois, Napoléon pour lui expliquer que... pardon ? Adrienne. Oui, Adrienne. Que son mari allait rentrer, et il fallait... Donc Napoléon acceptait à condition qu'il reste à la grange, dans leur maison de Seine-et-Marne, qui appartenait à la famille d'Aguesseau, c'est-à-dire à la famille maternelle d'Adrienne. Et elle a fait ça en sorte de façon diplomatique, qui fait que Lafayette a accepté d'aller en Seine-et-Marne. Et elle a fait un certain nombre de démarches également pour que tous ses compagnons de prison soient radiés de la liste des émigrés. Parce que ça, c'était
c'était le comportement de Lafayette, qui n'était finalement pas un comportement individualiste, et il a été suivi par un certain nombre de ses amis des États-Unis dans cette prison d'Olmutz. Et il dit à Adrienne: vous qui réussissez si bien, je ne doute pas que vous obteniez bientôt ma radiation de la liste des émigrés. Mais je ne voudrais pas qu'elle me soit accordée avant celle des autres prisonniers d'Olmutz. Ils ont été emprisonnés pendant 5 ans parce qu'ils m'ont suivi. Je n'ai pas droit à un traitement plus favorable que le leur. Donc ça, il confie ça également à Adrienne. Il y avait notamment la tour Maubourg, dont le fils a d'ailleurs épousé Anastasie. Voilà, donc finalement, elle arrive là au summum de ce qu'elle espérait être pour Lafayette, c'est-à-dire ambassadrice, administratrice de ses biens. Enfin, elle a pris vraiment une dimension importante aux yeux de Lafayette. Elle est devenue complètement incontournable pour lui. Mais elle avait aussi ses propres initiatives, c'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une femme qui répondait aux missions de son mari. Elle avait aussi des initiatives. Je pense notamment, je pense que vous connaissez le village de Saint-Georges-d'Aurac. Ça vous dit quelque chose? Voilà, c'est pas loin. Alors à Saint-Georges-d'Aurac, il y avait une filature. Et c'était une époque où la météo avait été probablement mauvaise, les récoltes étaient très mauvaises, les paysans mouraient de faim. Et c'était l'époque où elle était à Chavagnac. Elle a battu la campagne pour chercher des fonds. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui faire du fundraising. Donc elle a fait du fundraising pour monter une filature à Saint-Georges-d'Aurac et trouver des moyens de survie pour les paysans. Donc ça, c'était vraiment une initiative propre, une idée propre. Bon, ensuite, elle avait des idées lorsque les révolutionnaires arrivaient du Sud. Elle ne voulait pas que Chavagnac soit complètement pillé. Donc elle a fait mettre les scellés sur Chavagnac. Comme ça, il ne pouvait pas intercepter la maison. Et c'est ce fameux moment, d'ailleurs, où elle avait très peur de tout ce qui venait du Sud, où elle a envoyé ses 2 filles à Langeac. Ils ont été recueillis par les gens de Langeac dans une maison qu'on va vous montrer demain, je crois. Et voilà. Alors, parallèlement, c'était une femme. Laurent a parlé du talent de communicateur de Lafayette. C'était peut-être un des premiers communicateurs du monde moderne, mais Adrienne était pareille. Elle avait le talent de réunir autour d'elle des gens qui pouvaient l'aider à communiquer, qui pouvaient l'aider à attirer l'attention sur son mari. Et d'ailleurs, je suis persuadée que le fait d'avoir absolument voulu aller à Olmutz était un geste aussi de communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle partait avec ses 2 filles dans cette prison, le monde qui commençait à oublier Lafayette s'est réveillé. Et il y a tout un réseau qui s'est mis en place pour faire bouger les choses et pour les sortir de l'anonymat. Quand vous êtes un prisonnier politique, la meilleure des choses qui puisse vous arriver, c'est que le monde parle de vous, parce qu'autrement vous êtes oublié. Donc toutes les campagnes, maintenant ce sont des méthodes classiques, mais à l'époque c'était pas si évident que ça. Donc c'était également une femme de communication. Donc quand on dit que Adrienne était une femme soumise, moi je plaiderais plutôt pour la modernité. Je pense que c'était plutôt une femme moderne.
Elle a eu toutes ces initiatives dont je vous ai parlé, donc on peut parler de fundraising, on peut parler de lobbying, on peut parler d'influence, on peut parler de toutes ces sciences modernes en fait. Et je pense qu'elle a su capter ces techniques de communication qui sont aujourd'hui excessivement modernes. Et même dans ses relations avec les autres femmes. Bon, Lafayette a eu probablement quelques femmes dans sa vie. Les plus connues avant la mort d'Adrienne, qui est morte finalement assez jeune, puisqu'elle est morte à 48 ans, après avoir d'ailleurs retrouvé la grange, fait revivre la grange, récupérer ses biens, reconstituer la fortune familiale. Elle a été, en revenant d'Olmutz, elle était quand même excessivement fatiguée parce qu'elle a été empoisonnée par de la mauvaise eau, mais elle a repris son bâton de pèlerin pour reconstituer la famille, rechercher le patrimoine familial. Et c'est d'ailleurs, elle s'était débrouillée pour ne pas justement, elle, avoir un statut d'émigrée. Elle avait compris que quand on avait un statut d'émigré, c'était très compliqué. Et lorsqu'elle est partie d'Olmutz, elle était arrivée à avoir un vrai passeport. Ce qui est bien que ça a facilité complètement sa rentrée en France et le fait qu'elle puisse faire toutes ces démarches, aussi bien auprès de Napoléon qu'après pour essayer de récupérer leurs biens. Et donc, elle est morte à 48 ans à la Grange, à 24 décembre. Et une des dernières actions qu'elle a faites, que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est que lorsque ses parents sont... Enfin, sa mère a été guillotinée parce que son père, lui, était parti en Suisse, laissant sa femme se faire guillotiner, où il avait retrouvé une femme polonaise avec qui il a vécu d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Et sa sœur, elle a voulu savoir où étaient enterrés les guillotinés. Les premiers guillotinés avaient été guillotinés place Louis XV, qui est aujourd'hui la place de la Concorde. Bon, donc c'était en plein centre de Paris, et les gens qui habitaient là se plaignaient des odeurs. Voilà, pas très trouvé que mettre la guillotine là. C'est à ce moment-là que la guillotine a été déplacée pour aller à la Nation. Et par un pur hasard, elle a retrouvé la fosse commune où avaient été mis tous les guillotinés de la Révolution. Et s'est installé là un ordre de prière perpétuelle, les chanoinesses de Saint-Augustin, qui sont toujours là. Donc il y a la fosse commune, les guillotinés de la Révolution, et à côté il y a le cimetière de Picpus, où est enterrée Adrienne. Et elle a voulu être enterrée donc à côté des guillotinés de la Révolution, donc à côté de sa mère et de sa sœur. Et 30 années plus tard, à peu près 30 années plus tard, Lafayette est allée la rejoindre dans cette tombe où ils sont tous les deux. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Picpus, mais c'est vraiment un endroit à aller voir. Donc vous avez le cimetière qui est séparé par une grille de la fosse commune. C'est un lieu très émouvant. Alors je vous disais un mot sur les relations amoureuses de Lafayette. Il y en a deux qui sont connues, après, bon, il y en a sûrement une autre, mais après la mort d'Adrienne, il y en a eu d'autres. Il y a eu Aglaé Wildenstein. Alors Aglaé Wildenstein, c'était un peu le 18e, il fallait fanfaronner, ça se faisait bien d'avoir une maîtresse. Bon, voilà, donc il était flatté parce que c'était une femme qui était un peu tendance, comme on pourrait dire aujourd'hui.
Mais le vrai autre amour qu'il ait eu, sans doute, c'est Adélaïde de Simiane. Et il a partagé beaucoup de choses avec cette femme. Mais Lafayette était très respectueux, assez respectueux des femmes. C'est-à-dire qu'il aimait la correspondance, il aimait partager des idées, il avait une haute vision de la femme. Et Adrienne a accepté cette relation parce que elle savait qu'elle avait sa place dans sa vie, que Adrienne en avait une autre et que finalement la vie est comme ça, il y a plusieurs facettes et elle l'a accepté. Je vais vous lire un passage où page 83. Alors, ça n'a pas été toujours très facile, hein, mais elle dit notre vie commune a repris après une nouvelle séparation de près de 2 ans. Je suis troublée de l'aimer à ce point. Je suis pleine d'inquiétude dès qu'il me quitte et hantée par ces bruits qui nous viennent de la cour. On y parle depuis longtemps de Madame Dunolstein et à présent d'une Madame de Simiane, que l'on dit charmante et gracieuse. On prétend même que la reine. Je ne les laisse pas deviner mes soupçons. Il se montre toujours aussi plein de sollicitude, mais je n'entends plus ses mots. Sa compassion qui m'avait tant émue dans ses dernières lettres a disparu. Son cœur est volage, il n'entend rien à ma passion. Même les jeux et les rires d'Anastasie et de George Washington ne parviennent pas à me distraire de ces sombres pensées. Je me réfugie dans mes multitudes de tâches et administre sa maisonnée avec une rigueur de boîte à musique. Bon, là, c'était au début. Et après, à la fin de sa vie, cette relation a duré très longtemps, en fait. Bien au-delà de sa vie, elle a accepté ce partage. Voilà, donc, pour moi, Adrienne est une femme très moderne. Et je vous laisse vous faire votre propre jugement en lisant ce livre. Alors, vous verrez qu'en fait, il y a 2 éditions. Ça, c'est la première édition. Et ça, c'est une deuxième édition. On appelle ça une édition augmentée. C'est-à-dire que j'ai rajouté une 30aine de pages. Parce que celui-ci avait été épuisé. Et donc, j'ai rajouté des choses que j'avais dit la première fois, que j'avais envie de dire. Et voilà. Également, ce soir, nous avons la chance d'avoir nos 2 historiennes locales du pays d'art et d'histoire, Marguine et Aurore, donc, qui peuvent avoir et puis je n'oublie pas Claire, qui gère maintenant le château le château de Chavagnac. Donc, on est bien entouré. Puis il y a également Bernard Astruc, que beaucoup d'entre vous connaissent comme médecin, qui a une grande connaissance également de Lafayette, on va dire beaucoup plus locale, donc on doit pouvoir répondre là maintenant à toutes vos questions. Bernard, si tu veux intervenir, donner la parole. Voilà, si quelqu'un veut le micro, je lui le passerai, mais d'abord, je veux quand même vous remercier pour l'attention que vous avez su nous faire partager, et une portée d'attention aussi longue, ça en dit beaucoup sur la qualité des intervenants, mais aussi sur celle du public, qui est passionné par le public Lanjadois, qui est passionné par la vie de Lafayette. J'aurais une question à poser d'abord à M. Zenecki. Oui, pardon. J'ai
entendu votre interprétation du fait qu'on ait traité Lafayette de putschiste, et je suis de votre avis. Il est parti seul et il n'a pas pu faire une tentative de putsch. Mais quand même, on va dire que c'était pas très malin quand même de quitter le front en période de guerre en étant chef militaire de l'armée du centre pour venir faire la leçon à l'Assemblée, aux députés. Donc c'est lié à son tempérament, à son impulsivité, mais c'est quand même dur à admettre même de nos jours. Voilà. Pour Adrienne, quand elle a été en prison à Hollywood, ça l'a attrapé, je pense, le scorbut. Elle avait beaucoup d'ulcération dans les jambes, elle a perdu les dents et elle est morte des complications du scorbut, je pense. Voilà, donc si vous voulez me répondre, sinon je vais passer la parole s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Monsieur Fischer, je vous répondrai sur votre analyse du putsch. Oui, je vous répondrai sur votre analyse du putsch, puisque Lafayette lui-même a dit l'insurrection est un devoir sacré. Voilà. Alors moi je suis Myriam Oisé. J'ai fait un travail de recherche sur l'image américaine de Lafayette aux États-Unis et je reviendrai sur un certain nombre de choses que j'ai constatées. J'ai lu à peu près tous les livres qui sont parus aux États-Unis dans les premiers, peu de temps après que Lafayette ait quitté les États-Unis, et puis tout ce qui est paru au niveau de la France. Donc j'ai été très intéressée, M. Zucchini, parce que vous avez tenté un effort d'analyse dans une biographie explicative, je dirais, et ne vous êtes pas contenté de rapporter la vie de Lafayette qu'on connaît évidemment tous ici. Alors, ce déclin de Lafayette, bon, moi j'y suis très, très sensible, je suis présidente du Club Lafayette et je fais partie d'American Friends of Lafayette, et nous organisons chaque année avec les Sons of American Revolution et puis d'autres institutions cette cérémonie du 4 juillet. Et depuis quelques années, nous constatons ce déclin, c'est-à-dire que jadis, cette cérémonie avait un certain panache. Il y avait la garde républicaine qui jouait des airs militaires, et on constate que tout ça, ça a disparu. On a essayé de savoir, notamment le 4 juillet, puisqu'on a fait une visioconférence du château avec les Américains, et on attribue ceci à une volonté politique, puisque en fait, c'est les politiques qui gouvernent. Hein. Si un président décide de ne pas donner les moyens, ça ne suivra pas, c'est tout. Voilà. Et paradoxalement, parce que je pense que Lafayette, il y a toujours du paradoxal, je signalerai deux très belles statues qui ont été érigées à l'entrée de la ville de Versailles, avec Pershing d'un côté sur son cheval. Ces statues avaient déjà été faites dans les années 36, quelque chose comme ça, mais la pluie les avait énormément dégradées. Elles ont été réinstallées, et celle de Pershing en face, avec les batailles respectives de ces deux hommes militaires. Voilà. Alors, en ce qui concerne ce que vous avez dit un petit peu, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les élèves, les écoliers américains, ils n'ont pas un livre d'histoire comme nous on connaît, bien que nos manuels d'histoire ont beaucoup changé. Ils travaillent sous forme thématique avec des portfolios, et je n'ai pas constaté un nombre de pages significatifs, et même la présence de Lafayette dans les manuels scolaires américains. Je suis remontée à un manuel qui, au cours du fin 19e, 20e, avait énormément de succès. Presque rien n'est dit, hein. Et donc c'est peut-être pas aussi vrai au niveau de ce qui se passe en France. J'ai fait le même travail sûrement que vous, programme la Révolution française, programme de 4e. Seul l'éditeur Attier avait mis à peu près 2 pages, les autres rien du tout. Voilà. Donc on a ce constat à faire. Je pense comme vous aussi que c'est la volonté de certains historiens que vous qualifiez de façon, je dirais, un peu euphémique de jacobins. Je les qualifierais peut-être parfois un peu de vision marxiste, et tel a été le cas de M. Jeanneret quand il y a eu cette grande polémique
d'avoir Lafayette au Panthéon, et il était à l'époque directeur de la Bibliothèque nationale de France, et il y a eu toute une grande polémique dans le monde d'ailleurs pour s'insurger contre la présence de Lafayette au Panthéon. Mais ce que M. Jeanneret n'avait peut-être pas remarqué, c'est que Lafayette, déjà au Panthéon quelque part, parce que quand vous êtes en face du Panthéon et que vous regardez les noms de tous les personnages qui y figurent, il y a bien Lafayette. Voilà. Après, au fronton, oui, voilà. Quand vous parlez de l'estime américaine, je pense qu'il y a un concept qui est né plus tard, qui est celui d'American Mission, c'est-à-dire la mission américaine, qui était de considérer que Lafayette, quelque part, avait transporté les idéaux de la Révolution américaine, notamment la liberté, en France. Ils se sont beaucoup appuyés sur lui pour faire vivre ces idéaux et pour les porter, voilà, aussi difficile que ça ait pu être. Une autre petite observation, ce tour de 1824-1825, l'Amérique était en pleine perturbation, il y avait des élections, des 13 États, ils allaient passer à 24 États, et tout l'équilibre qui avait été fondé avec cette création des États-Unis allait disparaître, et je laisserai le mot de la fin à ce magnifique portrait qu'a fait Sainte-Beuve dans son livre Les Portraits. D'ensemble, on peut considérer Lafayette comme le plus précoce, le plus intrépide et le plus honnête assaillant à la prise d'assaut de l'Ancien Régime. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Est-ce qu'avec le masque on m'entend? Oui. Moi je voudrais revenir sur l'idée de monarchie constitutionnelle que vous avez évoquée, Monsieur Zecchini, parce que donc c'est, comme on parle d'un contexte international, on sait qu'en 1789, ça faisait un siècle que les Anglais l'avaient mise en place, la monarchie constitutionnelle. Et donc ma question est la suivante: est-ce que les gens éduqués de l'époque en France avaient des échos de un siècle de monarchie constitutionnelle en Angleterre? Est-ce que Lafayette en avait des échos? Est-ce que les Français de l'époque étaient contre cette idée et luttaient peut-être contre les mêmes idées de Lafayette qui peut-être s'étaient inspirées de l'Angleterre? Est-ce qu'on le sait? Voilà. Je crois qu'il faut tenter de se replacer dans l'ambiance de la Révolution française. Il faut essayer d'imaginer quel maelstrom politique c'était, je veux dire, quels que soient les mérites du régime de la monarchie constitutionnelle, ceux qui défendaient de telles idées comme Lafayette ne pouvaient pas se faire entendre. Ils ont été très vite balayés effectivement par le vent de la Révolution. Non, je pense que cette idée était bonne, mais pas en 1789. Je veux dire, c'était pas possible. Il y avait un déphasage total entre les événements révolutionnaires et puis le fait de vouloir instaurer un régime d'une grande stabilité institutionnelle. Donc c'était quelque part un rêve. Lafayette était un rêveur par certains côtés. C'était un pragmatique, c'était un homme de guerre dans une certaine mesure, c'était aussi un fin politique, un communicant, on l'a dit, mais aussi un rêveur. Il imaginait beaucoup que par son charisme, en quelque sorte, il allait pouvoir faire changer le cours de la Révolution. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Tout le courant de ceux qu'on a appelés les patriotes pensait effectivement qu'il pourrait faire revenir la Révolution dans son lit, en quelque sorte. Et ça s'est avéré absolument impossible. Les événements, je veux dire, ont dépassé tous les modérés. Je pense que Lafayette, quelque part, était un modéré, je l'ai dit, mais quelque part un centriste dans une certaine mesure. Bon, il n'y avait pas de place pour les centristes en 1790 et en 1791. Voilà, et Lafayette en a payé le prix. Je continue à être en désaccord avec la personne qui est à ma droite, mais ce n'est pas la première fois sur Lafayette, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais non, je ne crois pas que le fait que Adrienne soit partie à Olmütz
ait été le facteur déclenchant. Déjà depuis l'arrestation de Lafayette, des clubs, en quelque sorte, des lobbies en fait, de supporters s'agitaient beaucoup. Je pense à Madame de Staël, à beaucoup d'autres personnages qui avaient encore un petit peu d'influence pour essayer de faire libérer Lafayette. Ça a duré très longtemps, comme vous le savez, et puis à la fin, les Américains qui ont été très longs à venir au secours de Lafayette, très longs, je veux dire, Washington, pendant très longtemps, George Washington a envoyé, mis sur le côté toutes les demandes des Français qui lui demandaient d'intervenir, tout simplement parce que Washington était le premier président des États-Unis, c'était un diplomate, et il savait bien que ce qui était plus important, c'était ses relations avec la France plutôt que le sort de Lafayette. Il y a un certain nombre de consuls américains qui se sont agités, et pendant longtemps, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et puis ce mouvement a pris de l'ampleur, et Sabine a raison, il y a eu aussi effectivement un phénomène médiatique, mais ce phénomène médiatique n'aurait été d'aucune utilité si Napoléon n'y avait pas été sensible. La libération de Lafayette, c'est Napoléon, c'est le traité de Campo Formio, puisqu'il y avait une clause qui demandait la libération de tous les prisonniers de Olmütz. Quand on disait tous les prisonniers d'Olmütz, c'était la libération de Lafayette. Et les relations avec Napoléon ont été compliquées. Sabine en a parlé. J'ajouterais simplement qu'il y avait une vraie estime réciproque entre les deux. Il y avait une vraie estime sur le rôle militaire de chacun d'eux, mais il y avait une méfiance qui était aussi grande. Et Napoléon a fait lanterner, si j'ose dire, Lafayette pendant 2 ans. À partir de 1797, sa libération de Olmütz, avant de l'autoriser à revenir en France, il s'écoule 2 ans. Pendant 2 ans, il veut le tenir à Quillat, si je veux dire. Parce qu'effectivement, il se méfie du reste de notoriété qui n'était pas nulle, dont Lafayette jouissait encore en France. Et au début, au moment du consulat et après, Napoléon va continuer à faire surveiller un peu Lafayette tout en faisant des gestes pour essayer de l'amadouer. Il va dépêcher Joseph, son frère, et d'autres pour lui proposer des décorations, un siège de sénateur, l'ambassade des États-Unis, et à chaque fois Lafayette, qui est un homme que, comme je vous l'ai dit, qui aime beaucoup la gloire et les honneurs, ce n'est pas un homme qui se laisse acheter. C'est quelqu'un qui a une probité et une éthique personnelle qui fait qu'il ne vend pas son âme. L'expression peut-être un petit peu pompeuse, mais c'est quand même ça, Lafayette. C'est quelqu'un qui ne sacrifie pas ses idéaux pour obtenir des prébendes ou un honneur supplémentaire. Mais pardon, j'ai répondu trop longuement. Non, mais je partage l'idée de Laurent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la princesse de Hénin, il y a eu Madame de Staël, il y a beaucoup de cercles qui se cristallisaient pour sortir la Lafayette de Olmütz. Mais je dis simplement que ça a été un élément supplémentaire. Cette image est frappante de cette femme qui part, après avoir passé 2 ans dans les prisons de la terreur, retrouver son mari, aller retrouver, voir l'empereur de Prusse pour lui demander de partager la cellule de son mari avec ses 2 filles. Ça avait quand même quelque chose de saisissant qui a réveillé la flamme en faveur de Marie. Après, effectivement, il y avait le contexte favorable qui était celui de la montée en puissance et des victoires de Napoléon. Ensuite, je partage complètement l'avis de Laurent. Le plus grand problème que Napoléon avait avec Lafayette, c'est que c'était quelqu'un d'incorruptible. Donc, il n'avait pas de prise. Et, dire qu'il y avait une estime naturelle, sans doute, mais n'empêche que, voyant qu'il n'avait aucune prise sur Lafayette, ce qui l'énervait prodigieusement, il a quand même ruiné la carrière militaire de son gendre Lasteyrie et de son fils George Washington, qui ni l'un ni l'autre n'ont pu faire aucune carrière militaire. C'était
Voilà, il s'estimait, mais Napoléon, quand il pouvait faire des crocs en jambes, le faisait. C'était un personnage qui ne pouvait pas tenir. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas tenir, vous n'avez pas de prise sur quelqu'un, quand vous êtes un homme de pouvoir, vous méfiez. D'autres questions ? Merci. Moi, je voudrais dire que l'esprit Lafayette a perduré, puisque localement et même internationalement, avec l'aide des Américains, le XXe siècle a été particulièrement marqué, en tout cas localement, par une histoire absolument extraordinaire qui est celle du préventorium de Chavagnac-Lafayette et celle de l'accueil des réfugiés russes, arméniens, celle des enfants orphelins de guerre et de tous les petits malades qui ont été accueillis. Et je crois que par rapport à ce que j'ai lu, l'esprit de Lafayette, cet esprit de liberté, cet esprit d'aide, cet esprit de solidarité a vraiment marqué et souligné toute la période plus contemporaine. Donc c'est aussi reconnaître la force que Lafayette avait insufflée dans notre pays et bien au-delà. Il y a l'esprit Lafayette. Oui. On a juste une petite intervention pour dire que ne soyez pas surpris, mais on a toute la troupe de la compagnie de danse qui va se produire demain soir ici, qui très sérieusement ont décidé d'aller se coucher, donc on les laisse quitter la salle. Ma question, elle s'adresse à vous, madame, parce que votre ouvrage m'intéresse, mais en quoi sont-ce les... Excusez-vous, ils sont fatigués. Ils sont levés très tôt ce matin, ils sont arrivés aujourd'hui. Au mois de mars. Par rapport à votre ouvrage, en quoi sont-ce des mémoires imaginaires? Imaginaire parce que je ne suis pas imaginaire parce que je ne suis pas Adrienne. Parfois, il y a des gens qui me posent cette question étrange. Ils me disent, mais tu descends de Lafayette ou d'Adrienne? Alors, je leur dis, des deux. J'ai trouvé que cette question est un peu étrange. Mais néanmoins, je ne suis pas elle. Donc, j'ai essayé de me mettre dans sa peau. Et à travers tous les faits historiques, les faits biographiques, l'histoire de sa famille, j'ai essayé de savoir comment elle avait pu ressentir les choses. Sans doute, elle m'a inspiré un peu de là où elle est. Et j'espère que je ne me suis pas trop trompée. C'est pas elle qui a écrit ses mémoires. Je me suis mis dans sa peau pour essayer de transcrire ce qu'elle avait pu ressentir. Mais encore une fois, tous les faits historiques, biographiques, etc., sont réels. Bonsoir, merci pour votre intervention. Il y a donc un autre aspect de la vie de Lafayette où il a un rôle majeur et qui est encore plus oublié que le reste, c'est son rôle dans la Révolution de 1830. Est-ce qu'il n'y a plus du tout de place dans son historiographie? Pourquoi ce silence? Parce qu'il a le premier ou le deuxième, enfin on va dire le deuxième rôle dans cette partie de l'histoire. Il y a un trop-plein, il y a déjà un trop-plein d'informations. Pourquoi cet oubli? Et même ce soir, finalement, on n'en parle même plus. C'est vrai, mais je ne pouvais pas non plus retracer par le menu toute la vie de Lafayette, mais la partie de la Révolution de 1830 constitue au moins 2 chapitres de mon livre, donc j'en
parle assez abondamment. Lafayette est déjà décrié, il ne faut pas oublier qu'il a été quand même le jouet de Louis-Philippe pendant l'époque des Trois Glorieux. C'est vraiment lui qui, parce qu'on a appelé le baiser de l'hôtel de ville, a favorisé effectivement l'accession de Louis-Philippe, qui était bien content finalement que Lafayette lui apporte une caution républicaine dont il manquait sérieusement, et la suite n'a pas tardé à le montrer. Il s'est séparé de tout le lobby, en tout cas le camp des républicains. Et Lafayette, c'est l'un des aspects du personnage aussi, c'est qu'il fait preuve à certains moments, à certaines époques historiques, d'une grande naïveté politique. Il a un sens politique avéré, il le montre en 1789 en différents épisodes, mais il a aussi une grande naïveté. Il va être le jouet de Fouché. Fouché va manipuler Lafayette. Et Louis-Philippe va manipuler Lafayette, puisqu'il se débrouille pour effectivement que Lafayette lui apporte cette caution des Républicains. Il monte sur le trône. Normalement, devrait être signé 2 jours après le programme de l'hôtel de ville, dans lequel Lafayette a couché tout ce à quoi il tient sur le plan de la défense des idéaux républicains, et il attendra ce programme de l'hôtel de ville qui ne viendra jamais. Il sera nommé effectivement commandant de la garde nationale, un autre aspect qui favorisera Louis-Philippe, et puis jusqu'au moment où Louis-Philippe usera d'un stratagème législatif. Il fera voter par l'Assemblée une loi disant qu'on ne peut pas être commandant d'une garde nationale de plusieurs villes, et Lafayette commandait la garde nationale de Versailles plus la garde nationale parisienne. Et par ce petit projet de loi, qui est en fait une grande mesquinerie, il se débrouille pour retirer son commandement de la garde nationale à Lafayette. Et à partir de ce moment-là, Lafayette comprend, et il quitte finalement l'amitié de Louis-Philippe, qu'il a toujours considéré comme étant effectivement son ami, et sa famille aussi, il en était très proche. Et je crois que là, il s'est fait flouer. Manifestement, historiquement, il s'est fait flouer. Et c'est peut-être pour ça que, finalement, on va parler très peu de lui après, quand Louis-Philippe monte sur le trône. Lafayette est assez vite oublié. Et lors des obsèques de Lafayette, d'ailleurs, là encore, le roi interdira toutes les manifestations de chagrin populaire qui existent à l'époque à Paris, pour ne pas raviver le souvenir de Lafayette. Peut-être quelques mots sur la charbonnerie, sa participation à la charbonnerie. Oui, un autre aspect effectivement important de la vie de Lafayette. La charbonnerie, c'est la franc-maçonnerie à l'époque. Et la franc-maçonnerie, comme la charbonnerie, il n'y a pas d'archives. On n'en parle pas. Ça existe. Lafayette a été effectivement très proche de la charbonnerie. Il ne s'est pas forcément montré très courageux à l'époque, quand un certain nombre de gens, de responsables de la charbonnerie étaient inquiétés, arrêtés, et il y en a eu au moins une demi-douzaine qui ont été tués. Il n'a jamais revendiqué qu'il était leur ami, mais qu'il est à l'époque agi et fait de l'activisme dans les milieux de la charbonnerie, il n'y a aucun doute. Mais encore une fois, moi j'ai épluché toutes les archives du château de Lagrange, où j'ai eu un accès tout à fait sans précédent depuis 1960. J'ai pu passer des semaines et des mois à Lagrange et dans toutes les archives de la famille. Et évidemment, il n'y a pas un mot sur la charbonnerie. Dans les mémoires de Lafayette, il n'y a pas un mot sur la charbonnerie. Et jamais le rôle précis de Lafayette n'a pu être établi. On sait que, mais on ne peut pas plus.
n'y a pas d'autres questions? Alors écoutez, avant de terminer, puis après, surtout après avoir remercié très chaleureusement Sabine et Laurent d'être venus participer à cette soirée, je crois qu'on a envie, au niveau de la belle journée, de rappeler que notre rôle, bien sûr, c'est de mettre en place une fête locale, mais c'est aussi d'aller représenter notre ville et Lafayette à l'extérieur. C'est pour ça que ce soir, il y a nos amis de Rochefort qui sont là. Il y a le président de l'association de Bayeux, à côté de Bayeux, Bertrand, merci d'être à nos côtés. Que demain vont arriver nos amis d'Aunis et Saint-Onge, de Rochefort, nous étions il n'y a pas très longtemps à Ouistreham, qu'on va partir bientôt à Sète, donc on essaie d'aller porter notre territoire et la parole de Lafayette un peu partout en France. C'est aussi le rôle de la belle journée, et on en est vraiment très fiers. Donc voilà, il est bon de rappeler ce rôle-là de l'association. Et puis maintenant, vous dire que si certains d'entre vous sont intéressés et à la fois par l'achat des livres de Sabine et de Laurent, eh bien c'est toi, Philippe, qui va te tenir à la vente. Et puis, bien sûr, que nos amis seront là pour la dédicace de ces livres, bien sûr. Et vous dire aussi que demain soir, pour ceux qui ne l'auraient pas... Non, je voudrais aussi, on oublie tout le temps de remercier, il y a des gens qui sont importants pour nous, et dans cette salle ici, il a toujours été très important pour nous, c'est Stéphane, merci d'être encore à notre côté, il est sur le grill là, depuis très longtemps là, ce matin, et puis on a vécu pour la répétition de demain des moments un peu difficiles, où je le voyais perché tantôt à la cime d'une échelle, tantôt courir dans tous les sens. Donc merci Stéphane d'être à nos côtés. Et merci Monsieur le maire je crois qu'on dira tout au long de la semaine ça, de toute la mise à disposition des salles, et en particulier de celle-là et de l'aide permanente de la municipalité pour la mise en place de notre fête. Voilà, donc vous rappelez que demain soir, il y a un spectacle. Merci Laurent Zecchini. C'est Laurent Zecchini qui un jour m'a dit, mais Bob, vous avez jamais entendu parler du ballet Lafayette? Non, jamais entendu. Ben, vous n'avez pas votre ordinateur à côté de vous. Il tapait ballet Lafayette. J'ai tapé ballet Lafayette. J'ai vu, et tous nous avons décidé, tous unanimement, nous avons décidé que pour cette 20e édition, il fallait qu'on fasse venir ce ballet qui a connu une tournée triomphale aux États-Unis, qui a tourné à Bordeaux, bien sûr, etc., avec une chorégraphe de renom et des danseurs, vous pourrez le voir, de grande qualité. Donc, si vous ne venez pas demain soir, à mon avis, vous allez manquer quelque chose. Hein. C'est une certitude. C'est aussi bien de la danse classique que de la danse contemporaine, du hip-hop. Enfin, c'est vraiment un moment fantastique qui sera suivi après derrière par un repas 18e façon Babette. Hein, c'est notre... Alors bon, si jamais vous manquiez le repas de Babette, vous pourrez toujours vous rattraper samedi et dimanche, mais ça serait quand même dommage. Donc les réservations sont encore ouvertes demain. Merci d'avoir été à nos côtés ce soir. Et l'heure est à l'achat des livres maintenant et à la dédicace. Merci une nouvelle fois, Sabine. Merci Laurent. Thank you.